Dans la série Les Pardaillants, le livre qui parle vous invite à écouter La fin de Pardaillan, lu par Yvan Verschuren. Chapitre 1er, rue Saint-Honoré. Une matinée de printemps, claire, caressée de brises folles, parfumée par les arbres en fleurs des jardins du Louvre tout proche. C'était l'heure où les ménagères vont aux provisions. Dans la rue Saint-Honoré grouillait une foule bariolée et affairée. Les marchands ambulants portant leurs marchandises sur des éventaires, des moines quêteurs et les aveugles des 15-20, la besace sur l'épaule, allaient et venaient, assourdissant les passants de leurs cris lancés d'une voix glapissante, agitant leurs sonnettes ou sous leurs crécelles. À l'entrée de la rue de Grenelle, aujourd'hui rue Jean-Jacques Rousseau, moins animée, stationnait une litière très simple, sans armoirie, dont les mantelets de cuir étaient hermétiquement fermés. Derrière la litière, à quelques pas, une escorte d'une dizaine de gaillards, armés jusqu'aux dents, figures effrayantes de coupe jarrée, d'aspect formidable, malgré la richesse des costumes de teinte sombre. Tous montés sur de vigoureux rouans, tous silencieux, raides, sur les selles luxueusement caparaçonnées, pareilles à des statues équestres, les yeux fixés sur un cavalier, autre statue équestre formidable, lequel se tenait à droite de la litière contre le mantelet. Celui-là était un colosse énorme, un géant comme on en voit fort peu, avec de larges épaules capables de supporter sans faiblir des charges effroyables, et qui devait être doué d'une force extraordinaire. Celui-là, assurément, était un gentilhomme, car il avait grand air, sous le costume de velours violet d'une opulente simplicité, qu'il portait avec une élégance imposante. De même, les 10 formidables coupes jarrées, dont il était sans nul doute le chef redouté, qui tenait les yeux fixés sur lui, prêts à obéir au moindre geste. Lui, indifférent à tout ce qui se passait autour de lui, tenait son regard constamment rivé sur le mantelet près duquel il se tenait. Lui aussi, de toute évidence, se tenait prêt à obéir à un ordre qui, à tout instant, pouvait être lancé de l'intérieur de cette litière si mystérieusement calfeutrée. Enfin, à gauche de la litière, à pied, se tenait une femme. Costume pauvre d'une femme du peuple d'une irréprochable propreté. Le teint blafard, un sourire visqueux, un âge imprécis, peut-être 40 ou 60 ans. Celle-là ne s'occupait pas de la litière contre laquelle elle se tenait collée. Son œil à demi fermé, singulièrement papillotant, louchait constamment du côté de la rue Saint-Honoré, surveillant attentivement le va-et-vient incessant de la cohue. Tout à coup, elle plaqua ses lèvres contre le mantelet, et à voix basse, elle lança cet avertissement. « La voici, madame. C'est Muguette, ou Brin de Muguet, comme on l'appelle. » Un coin du lourd mantelet se souleva imperceptiblement. 2 yeux, larges et profonds, d'une angoissante douceur, parurent entre les plis et regardèrent avec une ardente attention celle que la vieille venait de désigner sous ce nom poétique de Brin de Muguet. C'était une jeune fille de 17 ans à peine, une adorable apparition de jeunesse radieuse, de charme et de beauté. Fine, souple, elle était gentille à ravir dans sa coquette et presque luxueuse robe de nuances éclatantes, laissant à découvert des chevilles d'une finesse aristocratique, un mignon petit pied élégamment chaussé. Sous la collerette rabattue, garnie de dentelle, d'où émergeait un cou d'une admirable pureté de ligne, un large ruban de soie maintenait devant elle un petit éventaire d'osier sur lequel des bottes de fleurs étaient étalées en un désordre qui attestait un goût très sûr. L'œil espiègle, le sourire relevé d'une pointe de malice, le teint d'une blancheur éblouissante, capable de faire pâlir les beaux lys qu'elle portait devant elle, la démarche assurée, vive, légère, infiniment gracieuse, elle évoluait parmi la cohue avec une aisance remarquable. D'une voix harmonieuse, singulièrement prenante, elle lançait son cri. « Fleurissez-vous, voici Brin de Muguet avec des lys et des roses, fleurissez-vous, gentilles dames et gentils seigneurs !» Et la foule accueillait celle qui se donnait elle-même ce nom de fleurs frais et pimpants, Brin de Muguet, avec des sourires attendris, une sympathie manifeste. À voir l'empressement avec lequel les petites dames et gentils seigneurs, qui n'étaient souvent que de braves bourgeois ou de simples gens du peuple, achetaient les fleurs sans marchander, il était non moins manifeste que cette petite boutiquière des rues était comme l'enfant gâté de la foule, une manière de petit personnage jouant au plus haut point de cette chose inconstante et fragile qu'on appelle la popularité.
Il est certain que ce joli nom, Brin de Muguet, semblait être fait exprès pour elle tant il lui allait à ravir. Ce nom, que d'aucuns abrégeaient en disant simplement Muguette, voltigeait sur toutes les lèvres avec une sorte d'affection émue. Il est certain aussi qu'elle devait faire d'excellentes affaires, car son éventaire se vidait avec rapidité, cependant que s'enflait le petit sac de cuir pendu à sa ceinture, dans lequel elle enfermait sa recette à mesure. Derrière Brin de Muguet, à distance respectueuse, sans qu'elle parût le remarquer, un jeune homme suivait toutes ses évolutions avec une patience de chasseur à l'affût ou d'amoureux. C'était un tout jeune homme, 20 ans à peine, mince, souple comme une lame d'acier vivante, fier, très élégant dans son costume de velours gris un peu fatigué, faisant sonner haut les énormes éperons de ses longues bottes de daim souples, moulant une jambe fine et nerveuse jusqu'à mi-cuisse. Une de ces étincelantes physionomies où se voyait un mélange piquant de mâle hardiesse et de puérile timidité. Il tenait à la main un beau lys éclatant et, de temps en temps, il le portait à ses lèvres avec une sorte de ferveur religieuse, sous prétexte d'en respirer l'odeur. Il est certain qu'il avait acheté cette fleur à la petite bouquetière des rues. À voir les regards chargés de passion qu'il fixait sur elle, de loin, on ne pouvait se tromper. C'était un amoureux timide qui, en toute certitude, n'avait pas encore osé se déclarer. La mystérieuse dame invisible qui se tenait attentive derrière les mantelets légèrement soulevés de sa litière ne remarqua pas ce jeune homme. Ses grands yeux noirs d'une angoissante douceur, tout ce que nous voyons d'elle pour l'instant, se tenaient obstinément fixés sur la gracieuse jeune fille et l'étudiaient avec une sûreté qui, avec des yeux comme cela, devait être remarquable. Après un assez long examen, elle laissa tomber à travers le mantelet, d'une voix d'une douceur étrangement pénétrante. Cette jeune fille a l'air très connue et très aimée du populaire. Si elle est connue, s'exclama la vieille. Ah, mais je crois bien, Seigneur. Quand je suis revenu à Paris, il y a une quinzaine, je n'entendais parler partout que de Muguette ou de Brin de Muguet. Ah, j'étais loin de me douter que c'était elle. Quand je l'ai rencontrée par hasard, quelques jours plus tard, j'ai été tellement saisi que je n'ai pas su l'aborder, et, quand j'ai voulu le faire, elle avait disparu. Es-tu sûr que c'est bien la même qui te fut remise, enfant nouveau-né, par Landry Coquenard? Ah ben oui, lequel Landry Coquenard était alors l'homme de confiance, l'âme damnée de Signor Concino Concini, lequel n'était pas alors... Bon, enfin, passons. Oui, madame, c'est bien elle. C'est la fille de Concini. Ceci était prononcé avec la force d'une conviction que rien ne pouvait ébranler. Il y eut un silence bref, au bout duquel la dame invisible posa cette autre question. La fille de Concini et... de qui? Le sais-tu? Cette question était posée avec une indifférence apparente. Mais l'insistance avec laquelle les yeux noirs fouillaient les yeux papillotants de la vieille, penchée sur le mantelet, indiquait que cette indifférence était affectée. « De qui ?» répondit la vieille en hochant la tête d'un air dépité. « Ah, voilà la grande question. Vous pensez bien, madame, que j'ai cherché à découvrir le nom de la mère. Le diable t'embrouille. C'est qu'il y avait des maîtresses en ce temps-là, le seigneur Concini. Mais tout de même, j'aurais peut-être fini par trouver. Mais je ne suis pas italienne, moi. Pour une misère, une niaiserie, je venais de perdre la place que j'occupais dans une noble famille de Florence. » « Tu avais volé ta maîtresse, » interrompit la dame invisible, sans d'ailleurs marquer la moindre réprobation. « Oh, voler, s'indigna la vieille, si on peut dire. Voilà un bien gros mot pour un malheureux bijou qui ne valait pas son ducat. Quoi qu'il en soit, madame, non seulement j'ai été chassé, mais encore il me fallut quitter la Toscane si je ne voulais pas tâter des geôles italiennes. C'est à ce moment que Landry Coquenard, avec lequel j'étais lié, vu que nous étions français tous deux, me remit la petite que j'emportais avec moi. Allez donc faire des recherches dans ces conditions, surtout quand on n'est pas riche. » Avec un soupir de regret intraduisible, elle ajouta « Non, madame, je ne sais malheureusement pas le nom de la mère. C'est bien dommage, car il y avait peut-être une fortune à gagner avec ce secret-là. » Elle était sincère, c'est évident. C'est ce que dut se dire la dame invisible, car aussitôt ses yeux cessèrent de la fouiller pour se reporter sur Brin de Muguet, qui continuait son gracieux manège, sans se douter qu'on s'occupait ainsi d'elle. Revenant à la vieille, attentive, elle insista. « Tu es bien sûr que c'est elle? Tu es bien sûr de ne pas te tromper? »
Voyons, madame, je l'ai élevée jusqu'à 14 ans, moi, cette petite. Il n'y a guère plus de 3 ans qu'elle m'a planté là, en me jouant un tour abominable qui... Bon, mais ceci est autre chose. Ce sont les petites affaires. Elle n'est pas changée, allez. Elle a un peu grandi, un peu forci, mais c'est toujours elle, et je l'ai reconnue du premier coup d'ailleurs. Se tournant vers la jeune fille, une lueur mauvaise dans les yeux, les lèvres pincées, la voix sèche, menaçante, elle gronda. « Tenez, regardez l'affaire. C'est pourtant moi qui lui ai appris son métier, moi qui me suis sacrifié pour elle. En ramasse-t-elle de l'argent? En ramasse-t-elle? Bonne justice, c'est à moi qu'il devrait revenir tout cet argent. Ah, la gueuse, elle me pille, elle me vole, elle m'assassine. Je ne sais ce qui me retient d'aller lui mettre la main au collet et de la ramener au logis à grand renfort de bourrade, après lui avoir subtilisé tout cet argent qu'elle entasse dans son petit sac, de crainte d'accident. Eh bien, fit la dame invisible, va. C'est en effet le meilleur moyen de m'assurer qu'il n'y a pas de confusion possible. La vieille, avec une grimace de satisfaction hideuse, allait s'élancer. Un instant, commanda la dame. Il ne s'agit pas d'aller injurier, maltraiter et dépouiller cet enfant. Sur ta vie, je te défends de t'occuper d'elle, elle m'appartient désormais. Ceci avait été prononcé sans élever la voix, qui avait conservé son inaltérable douceur pénétrante. Mais il y avait un tel accent d'indicible autorité dans cette voix, ces beaux yeux sombres d'une si angoissante douceur eurent soudain une telle fulguration, que la vieille sentit le frisson de la petite mort lui secouer l'échine. En se courbant presque jusqu'à l'agenouillement, elle grelotta. « J'obéirai, madame, j'obéirai. » « Au reste, reprit la dame, tu ne perdras rien. Je t'achète les prétendus droits sur cet enfant. Je te paierai au centuple ce qu'elle aurait jamais pu te rapporter. Allez, va maintenant et sois douce, si tu peux. » La vieille se courba de nouveau, avec cette fois une grimace de jubilation intense au lieu de sa précédente grimace de terreur, tandis qu'elle se coulait vers la rue Saint-Honoré, rasant les maisons en une démarche oblique qui la faisait ressembler à quelque larve monstrueuse. Une flamme de cupidité dans les yeux fuyants, elle songeait à part elle. « Ma fortune est faite, c'est une vraie bénédiction pour moi d'avoir rencontré cette illustre dame si riche et si généreuse. » Cependant, il faut croire que la cupidité était insatiable chez elle, car aussitôt après s'être réjouie, elle se lamentait avec un regret amer. « Si seulement je pouvais faire dire à cette petite peste de Muguette ce qu'elle a fait de la petite Louise qu'elle m'a volée quand elle s'est sauvée de chez moi. C'est cela qui ferait tomber dans ma bourse une appréciable quantité d'écus en plus, et ce n'est pas à dédaigner. Elle ne sait pas, elle, mais je sais, moi, que cette petite Louise est l'unique enfant du sire de Pardaillan, qu'on dit très riche dans son pays de Saugis, et qui, j'en suis sûr, n'hésiterait pas à sacrifier toute sa fortune pour retrouver son enfant bien-aimé. Ah, c'est à voir cela, c'est à voir. Chapitre 2. Autour du pilori Saint-Honoré. Cependant, Brin de Muguet continuait son frais et délicat métier. Son inventaire était à peu près vide, il ne lui restait plus que quelques bottes de fleurs. Par contre, son petit sac de cuir s'enflait d'une manière imposante. Elle s'activait de son mieux afin de placer ses dernières fleurs, après quoi sa journée serait achevée, tout au moins en ce qui concernait la vente. Ce fut à ce moment que la vieille soudain se dressa devant elle, les 2 poings sur les hanches. Brin de Muguet pâlit affreusement. Elle recula précipitamment comme si elle avait mis le pied sur quelque bête venimeuse, et elle cria « La Gorelle !» Il y avait un tel accent de frayeur dans sa voix étranglée que l'amoureux, qui la suivait toujours, s'approcha vivement, fixant sur la vieille femme un regard menaçant qui lui donnait fort à réfléchir si elle y avait pris garde. Mais elle ne fit pas attention à ce jeune homme. Elle ricana. « Mais oui, ma petite, c'est moi, Thomas Lagorelle. Tu ne t'attendais pas à me rencontrer, hein ?» « La Gorelle !» répéta Brin de Muguet comme si elle ne pouvait en croire ses yeux. « Eh bien, c'est moi, » répéta la mégère avec un sourire visqueux. « Moi qui t'ai élevé, nourri, soigné quand tu étais malade, et que tu as carrément planté là quand tu t'es senti à même de gagner ta pâtée. On ne peut pas dire que la reconnaissance t'étouffe, toi. Moi qui, durant près de
14 ans, me suis dévoué et sacrifié pour toi, comme eût pu le faire une vraie mère. » Il est probable qu'elle eût continué longtemps sur ce ton doucereux d'hypocrite doléance. Mais la jeune fille s'était ressaisie. Dans la rue, elle était chez elle. C'était son domaine à elle, la rue. Elle savait bien qu'elle y trouverait toujours des défenseurs, hommes ou femmes. Pourquoi trembler alors? N'avait-elle pas le bon droit pour elle? Alors, elle se redressait et d'une voix ferme interrompait. « Que me voulez-vous? Prétendez-vous m'obliger à vous suivre dans votre taudis pour m'y astreindre à un labeur au-dessus de mes forces, m'y rouer de coups, m'y faire mourir lentement de misère et de mauvais traitements comme vous l'avez fait autrefois? Dieu merci, je me suis tiré de vos griffes, ou je serais morte depuis longtemps s'il n'avait tenu qu'à vous. Vous ne m'êtes rien, je ne vous dois rien, vous n'avez aucun droit sur moi. Passez votre chemin et laissez-moi tranquille. » Elle ne tremblait plus. Elle paraissait décidée à se défendre avec toute la vigueur dont elle était capable. Une lueur funeste s'alluma dans les yeux torves de la Gorelle, qui oublia les recommandations impérieuses de la dame inconnue. Par bonheur, la jeune fille, sans y songer, avait élevé la voix. Ses paroles avaient été entendues. Des curieux s'étaient arrêtés, tendaient l'oreille, considérant la mégère avec des mines renfrognées qui n'annonçaient pas précisément la sympathie. L'amoureux, au premier rang, avait passé son lys dans son pourpoint et dardait sur la vieille 2 yeux étincelants, tortillant sa fine moustache naissante de l'air nerveux d'un homme à qui la main démange furieusement. Nul doute qu'il ne fût déjà intervenu si, au lieu d'une femme, il avait eu un homme devant lui. La Gorelle coula un regard inquisiteur sur les curieux. Elle était intelligente, la vieille sorcière. Elle se rendit fort bien compte des dispositions peu bienveillantes de ceux qui l'entouraient. Elle comprit qu'elle allait se faire huer, écharper peut-être, si elle se livrait à quelque violence intempestive. Elle frémit de crainte pour sa précieuse carcasse. Les recommandations de la dame invisible lui revinrent alors à la mémoire. Instantanément, son attitude se modifia. Elle devint tout miel, et de son air doucereux, avec un sourire qu'elle s'efforçait de rendre engageant et affectueux, qui ne réussissait qu'à la rendre plus hideuse encore, elle protesta. « Là, tu es bien toujours la même, vive, emportée comme une soupe au lait. Mourant sur toi, je ne veux pas t'emmener. Je sais bien que je ne suis pas ta mère et que je n'ai aucun droit sur toi. Tu n'as donc rien à craindre de moi. Alors laissez-moi passer. Je suis pressé de finir mon travail, » répliqua Brennemuguet qui se tenait sur ses gardes. « Ah, toujours vive donc, » plaisanta la Gorelle. « Tu as bien une toute petite minute à m'accorder. » En larmoyant, elle dit « Sainte Thomas me soit en aide. Je ne suis pas ta mère, c'est vrai, mais tout de même, je t'ai élevée. Si tu l'oublies, toi, je ne l'oublie pas, moi, et je t'aime, vois-tu, comme si tu étais ma propre fille. Enfin, mais que me voulez-vous? Mais rien de rien, douce vierge. Je veux seulement te dire que je suis heureuse de te voir si florissante, si richement nippée, en passe de faire fortune. Car tu fais des affaires d'or, ma fille. En vends-tu des fleurs? Oh, en vends-tu? C'est justice, d'ailleurs, car tu es bien la plus adroite, la plus habile bouquetière qu'on ait jamais vue. Et puis, je voudrais te demander une chose, une toute petite chose sans conséquence pour toi. » Brennemuguet, qui se tenait plus que jamais sur la défensive, en entendant ces derniers mots, porta d'instinct la main à son petit sac de cuir pour y puiser quelque menue monnaie, trop heureuse de se débarrasser de la mégère à si bon compte. Ce geste alluma une flamme dans l'œil de la Gorelle, qui, machinalement, tendit la griffe. Elle se souvint à temps de ce que lui avait dit la dame inconnue. Elle n'acheva pas le geste et refusa. « Mais non, mon petit, garde ton argent, tu as assez de mal à le gagner. Dieu merci, j'ai hérité de quelques petits biens et, sans être à mon aise, je n'ai besoin de rien. » Il semblait que les mots lui écorchaient les lèvres en passant. Son regret était déchirant. De l'effort qu'elle faisait pour refuser cette pauvre petite somme d'argent qui la tentait, des gouttes de sueur perlaient à son front. Ce refus qui la désespérait était si extraordinaire, si imprévu de sa part, que la jeune fille en fut toute saisie et bégaya « Mais que voulez-vous donc ?»« Te demander un petit renseignement, pas plus, » fit la Gorelle avec vivacité et en accentuant encore son air doucereux. Les curieux qui s'étaient arrêtés
s'éloignèrent les uns après les autres en voyant que la vieille ne paraissait pas animée de mauvaises intentions. L'amoureux lui-même, rassuré sur les suites de cette entrevue qui avait débuté de manière inquiétante, s'éloigna à son tour. Il n'alla pas loin pourtant. Il s'arrêta à quelques pas de là et reprit sa discrète surveillance. Les deux femmes se trouvèrent seules, face à face. Elles étaient au milieu de la rue, entre la rue de Grenelle et la rue du Coq. De l'entrée de ces deux dernières rues, on pouvait, sinon les entendre, du moins les voir aussi loin que le permettait le va-et-vient des passants. En effet, la dame inconnue, toujours aux aguets derrière les mantelets de sa litière, les voyait très bien. Brun-de-Muguet tournait le dos à la porte Saint-Honoré. À quelques pas derrière elle se dressait le pilori. Ce pilori était situé juste à l'endroit où la rue des Petits Champs, qui devait s'appeler plus tard Croix des Petits Champs, aboutissait à la rue Saint-Honoré et par conséquent tout près de l'église du même nom. L'amoureux se trouvait derrière la jeune fille, entre elle et le pilori. Il se dissimulait derrière le pilier d'une maison. À ce moment, une troupe assez nombreuse s'avançait de la rue du Coq, devenue rue Marengo, vers la rue Saint-Honoré. Avant longtemps, elle devait déboucher à l'endroit même où se trouvaient les deux femmes qui, au reste, ne s'en occupaient pas, ne la voyaient même pas. À ce moment aussi, deux gentilshommes qui paraissaient venir de la porte Saint-Honoré approchaient aussi de la jeune fille. Il était impossible d'avoir plus haute mine que celle de ces deux gentilshommes. Pourtant, ils étaient très simplement vêtus, tous deux, même les habits de l'un d'eux étaient quelque peu râpés. Celui-là était un homme qui devait approcher la soixantaine, qui paraissait solide comme un roc, qui se tenait droit comme un chêne altier. Il avait une façon de porter haut la tête, de regarder droit en face d'un œil clair, singulièrement perçant, que malgré la modestie, nous dirons presque la pauvreté de son costume, on devinait tout de suite en lui le grand seigneur habitué à commander. Et malgré soi, on se sentait pris de respect pour lui. Son compagnon pouvait avoir 25 ans. C'était, rajeuni, la vivante reproduction du vieux. Il n'était pas besoin d'être grand physionomiste pour comprendre qu'on voyait là le père et le fils. Ces deux gentilshommes s'avançaient vers Brun-de-Muguet qui n'avait garde de les voir, attendu qu'elle leur tournait le dos. En revanche, derrière son pilier, notre amoureux inconnu les vit fort bien. Il rougit comme un écolier pris en faute et masqua précipitamment son visage dans son manteau, en grommelant d'un air contrarié. « Mon cousin Géant de Pardaillan et son père. Ah, diable !» Les deux Pardaillan, puisque c'étaient eux, passèrent sans le voir. Du moins, il le crut, et respira soulagé. Seulement 2 pas plus loin, celui qu'il venait d'appeler mon cousin Géant, et que nous avons présenté autrefois sous le nom de Géant le Brave, se pencha sur son père et lui glissa en souriant « Mon cousin, Rode de Valvert, il veille de loin sur celle qu'il aime, la jolie Muguette, ici devant nous. » Le chevalier de Pardaillan posa sur celle qu'on lui désignait ce regard perçant qui n'avait rien perdu de sa vivacité et de sa sûreté, que les ans, au contraire, semblaient avoir rendu plus sûr et plus acéré que jamais. Il sourit doucement, mais il bougonna en levant les épaules. « Que ne l'épouse-t-il s'il est si féru ?»« Ah, comme vous y allez, monsieur !» s'écria Géant en riant. Tenez pour assurer que le pauvre Valvert n'a même pas encore osé se déclarer. Et puis, avant de se marier, encore faudrait-il qu'il ait trouvé cette fortune qu'il est venu chercher à Paris. Ah, c'est vrai qu'il est gueux comme le Job des Saintes Écritures, mais si c'est ainsi qu'il la cherche, la fortune, il verra à la fin de ses quelques écus avant que de la trouver. Avec le même sourire qui avait on ne sait quoi de railleur et d'attendri tout à la fois, Pardaillan ajouta « Vous verrez que je serai encore obligé de m'en mêler pour le tirer d'affaire. » À ce moment, les deux Pardaillan étaient presque arrivés à la hauteur des deux femmes. La Gorelle, qui ne les avait pas vues, s'approchait de Brun-de-Muguet presque jusqu'à la toucher, et baissant la voix, elle disait « Écoute, quand tu m'as quitté, tu as amené avec toi la petite Louise. » Les deux Pardaillan entendirent. Géant, à ce nom de Louise, tombant à l'improviste, pâlit affreusement. Serrant le bras de son père dans un souffle, il lança « Louise, pour Dieu, monseigneur, écoutons !» Et tous s'immobilisèrent tendant l'oreille. Brun-de-Muguet interrompit vivement la vieille.
Eh oui, je l'ai emmenée. Je l'aimais, moi, cette petite Louise. Je savais bien que si je vous la laissais, vous la feriez mourir lentement, à petit feu, comme vous me faisiez mourir moi-même. Vous la laissez? Mais c'eût été un crime abominable. Je l'ai amenée, je l'ai sauvée de vos griffes. Qu'avez-vous à dire à cela? Rien, assurément. Tu as bien fait, je ne te reproche rien. Mais les temps sont changés. Je ne suis plus la même. Monsieur la misère, vois-tu, qui me rendait mauvaise. Tu vois bien comme je te parle doucement. Je me suis réjoui sincèrement de te voir en si florissante santé et faisant de si bonnes affaires que c'en est une bénédiction. C'est pour te dire que je me réjouis pareillement de savoir cette enfant heureuse et en bonne santé. Si ce n'est que cela, réjouissez-vous. Elle est heureuse et se porte bien. Et où l'as-tu mise, cette chère petite créature du bon Dieu? Ah, ceci vous ne le saurez pas, la Gorelle. La réponse était péremptoire, et le ton très résolu indiquait qu'il était inutile d'insister. La Gorelle comprit à merveille. Une fois de plus, une lueur menaçante s'alluma dans ses prunelles. Malgré tout, comme elle n'était pas femme à renoncer si facilement, elle allait insister. À ce moment, elle aperçut les deux Pardaillan qui écoutaient. Ses yeux se mirent à papilloter, éperdument, comme un oiseau de ténèbres que la lumière du jour éblouit, et elle bredouilla. « Ah, allons, je vois que tu continues à te méfier de moi, hein, mais tu as tort, ma petite, je ne te veux pas de mal, ni à toi, ni à l'enfant. Adieu. » Et elle battit précipitamment en retraite vers la rue de Grenelle. Un peu ébahi de ce départ si précipité, qui ressemblait à une fuite, Brind'Amuguet respira plus librement. À ce moment, le chevalier de Pardaillan s'approcha d'elle, rafla les quelques fleurs qui lui restaient et posa une pièce d'or sur son éventaire. Comme elle faisait mine de fouiller dans son sac pour rendre la monnaie, avec un geste large de grand seigneur, il dit doucement « Gardez, ma bonne enfant, gardez !» Brind'Amuguet remercia par une gracieuse révérence que Pardaillan et son fils admirèrent en connaisseurs qu'ils étaient. Voyant qu'elle allait s'éloigner, Pardaillan l'arrêta du geste et reprit d'un air détaché. « Vous parliez, je crois, d'une enfant que vous avez enlevée à cette vieille femme qui l'a maltraitée. » En disant ces mots, il l'étudiait sans en avoir l'air de son regard clair. Il faut croire que cet examen lui était favorable, car il gardait aux lèvres ce sourire très doux qu'il ne trouvait que pour ceux qui étaient dignes de son amitié. Au reste, Brind'Amuguet supportait cet examen sans manifester ni trouble ni inquiétude. Seulement, elle se fit très sérieuse jusqu'à la gravité pour répondre « En effet, monsieur. » « Une enfant qui s'appelle Louise ?»« Oui, monsieur. » Pardaillan parut réfléchir une seconde, puis, redoublant de douceur, « Excusez-moi, mon enfant, si je vous pose quelques questions qui vous paraîtront peut-être indiscrètes, mais qui me sont dictées par les raisons les plus sérieuses et non point par une curiosité déplacée, comme vous seriez en droit de le supposer. Voulez-vous me faire la grâce d'y répondre ? » ?»« Mais très volontiers, monsieur, » fit-elle, comme malgré elle, sans rien perdre de sa soudaine gravité. Le père et le fils échangèrent un coup d'œil qui disait « C'est une nature franche et loyale, celle-là ne mentira pas. » Elle attendait, toujours grave. Et maintenant c'était elle qui les fouillait de son regard lumineux. « Savez-vous l'âge exact de cette petite Louise ?» reprit Pardaillan. « 3 ans et demi. » La réponse, Pardaillan le remarqua, était brève comme toutes celles qu'elle avait faites jusque-là. Mais comme les précédentes réponses, elle tombait aussitôt après la question, sans la moindre hésitation. Les grands yeux lumineux d'un bleu sombre demeuraient sans cilier, franchement fixés sur les yeux de Pardaillan. Telle qu'elle était, cette réponse, il faut croire qu'elle n'était pas du goût de Géant qui ne put réprimer un geste de contrariété. Pardaillan, lui, ne sourcilla pas. Il reprit « Cet enfant, c'est une parente à vous ?»« C'est ma fille. »« Votre fille ?» sursauta Pardaillan. « Oui, monsieur. » Malgré eux, les deux Pardaillan lancèrent un coup d'œil furtif du côté du pilier, derrière lequel se cachait toujours Odet de Valvert, qui, sans la comprendre, assistait de loin à cette scène. Ils ramenèrent leur regard sur Brind'Amuguet, qui attendait, très calme. Pardaillan ne doutait pas de la sincérité de la jeune fille. Ses réponses étaient si nettes, si précises, son attitude si tranquille. Mais il s'étonnait. « La vieille femme que vous avez appelée la Gorelle,
Ne paraissez pas soupçonner que cette petite Louise soit votre fille, dit-il. Elle l'ignore, en effet, et je me garderai bien de le lui faire savoir. Vous êtes bien jeune, il me semble, pour avoir une enfant de 3 ans et demi. Je parais plus jeune que je ne suis. Je vais avoir 19 ans, monsieur. Vous m'en direz tant. Ah, je vous rends mille grâces, madame, de l'obligeance avec laquelle vous avez bien voulu me répondre. Quand vous passerez rue Saint-Denis, entrez de temps en temps à l'auberge du Grand Passepartout. C'est là que je loge. Vous demanderez le chevalier de Pardaillan, et que j'y sois ou que je n'y sois pas, vous laisserez quelques-unes de vos fleurs qui embaument, en échange desquelles on vous remettra une pièce d'or. Ah, mais je n'y manquerai pas, monsieur le chevalier, promit Brin de Muguet, en répondant par une révérence au large coup de chapeau que lui donnaient très poliment les deux Pardaillan. Le père et le fils, se tenant par le bras, s'éloignèrent. Quelques pas plus loin, d'un même mouvement, ils s'arrêtèrent et se retournèrent. Brin de Muguet était toujours à la même place où il l'avait laissé. Elle les regardait d'un air profondément rêveur. Ils ne le virent pas. Ils cherchaient plus loin. Ils cherchaient toujours Odet de Valvert, qui, les voyant toujours là, n'osait pas sortir de derrière son pilier. « Ah, pauvre Odet, murmura Jehan, le coup sera dur pour lui quand il saura. »« Oui, dit Pardaillan assombri, et c'est grand dommage, car il est capable d'en mourir. Corbleu, qui aurait dit cela de cette petite à qui on donnerait l'absolution sans confession? Elle est peut-être mariée, monsieur. Elle ne paraissait ni honteuse ni gênée. J'ai remarqué en effet qu'elle n'avait pas l'air d'une coupable. Il n'en est pas moins vrai que la voilà perdue pour Valvert, et que cela me chagrine pour lui, qui est un brave et digne enfant que j'aime. » Ils reprirent leur marche et tournèrent à gauche dans la rue d'Orléans, absorbés par l'actuelle rue du Louvre. Au bout de quelques pas, Jehan soupira. « Encore une fausse émotion. Ah, monsieur, je commence à croire que jamais je ne retrouverai ma pauvre petite Loïsette. Et moi, chevalier, je te dis que nous la retrouverons. Je ne suis venu ici que pour cela, Corbleu. Et puis, je ne la connais pas, moi, cette petite Loïsette, et je veux la connaître avant de partir pour le grand voyage dont on ne revient jamais. Mais par Pilate, il ferait beau voir qu'un grand-père s'en aille sans avoir embrassé sa petite fille. Nous la retrouverons, te dis-je. Un Dieu vous entende, monsieur. Bon, dit Pardaillan de son air railleur, nous nous remuerons tant, nous ferons tel bruit qu'il faudra bien qu'ils finissent par nous entendre. Dieu, vois-tu, c'est assez naturel, étant donné son grand âge, est un peu dur d'oreille. Mais j'ai toujours vu qu'il entendait ceux qui savent se remuer pour se faire entendre de lui. Nous nous remuerons donc, chevalier, et je te réponds qu'il nous entendra. » Ils tournèrent encore une fois à gauche, dans la rue des Deux Écus, ce qui devait les ramener forcément rue de Grenelle. Chapitre 3. La dame aux yeux noirs se fait connaître. « Eh bien, madame, disait la Gorelle revenue près de la litière, vous avez vu, elle aussi m'a reconnu tout de suite. »« Oui, répondit la dame invisible, elle t'a reconnu, non sans frayeur. Cet enfant ne me paraît pas avoir gardé un excellent souvenir de toi et des soins que tu prétends lui avoir prodigués. »« C'est une ingrate, prononça la Gorelle en manière d'excuse. Dis plutôt que tu as dû la martyriser, et elle s'en souvient, la pauvrette. C'est assez naturel. » La dame invisible relevait, comme on voit, la méchante accusation portée par la Gorelle. Pourtant sa voix gardait la même immuable douceur. Vraiment, on aurait su dire si elle plaignait la pauvre petite, comme elle venait de le dire, et si elle s'indignait de la conduite de la Gorelle. Pareille à un juge souverain, elle semblait noter avec impartialité le bien et le mal, le pour et le contre, avant de rendre son jugement. Elle reprit « Je t'ai observé pendant que tu lui parlais. Je crois que tu n'as pas tenu compte comme il convenait des recommandations que je t'avais faites. Je te le répète, et c'est la dernière fois. N'entreprends jamais rien contre cet enfant si tu tiens à la vie. Ni en bien ni en mal, ne t'occupe jamais plus d'elle. Évite-la. Agis comme si elle n'existait plus pour toi. Je te conseille de ne jamais oublier ces recommandations comme tu as oublié les précédentes. Je te le conseille dans ton intérêt. Tu comprends ? » Cette fois encore, elle n'avait pas jugé nécessaire de hausser la voix. Mais cette fois encore, le ton et le regard qui soulignaient les paroles étaient tels que la Gorelle, épouvantée, se le tint pour dit et promit sincèrement
« Je ne l'oublierai pas, madame, je vous le jure sur mon salut éternel. » Et se hâtant de changer un sujet de conversation qui devenait trop dangereux pour elle, elle ajouta de son air obséquieux: « J'espère, madame, que vous êtes convaincue maintenant qu'il ne peut y avoir d'erreur. Brenne de Muguet est bien la fille de Concini. »« Oui, je crois maintenant qu'il n'y a pas d'erreur possible, » reconnut la dame invisible. « Oh, c'est bien elle, allez, madame, c'est elle qui me fut remise autrefois, alors qu'elle avait quelques jours à peine, par Landry Coquenard, l'ancien homme de confiance du signor Concini. » La dame ne répondit pas. Elle était convaincue et elle réfléchissait. La Gorelle tenait toujours les yeux fixés sur Brenne de Muguet, demeuré à la même place, au centre du carrefour, et regardant d'un air rêveur du côté où les deux Pardaillan avaient disparu. La vieille s'efforçait de montrer un visage indifférent. Il est certain cependant qu'elle n'avait pas renoncé à son idée de découvrir la retraite de la petite Louise. La petite Louise qu'elle disait être la même enfant que Jehan de Pardaillan, son père, cherchait vainement, et que Brenne de Muguet avait affirmé être sa propre fille avec une assurance telle qu'elle avait réussi à convaincre le chevalier de Pardaillan, lequel pourtant n'était pas un homme facile à tromper. Était-ce la vieille qui se trompait? Était-ce la jeune fille qui avait menti? « Ange du paradis !» s'écria soudain la Gorelle. « Je ne me trompe pas, c'est lui, c'est bien lui !» Et agitant le mantelet que la dame avait laissé retomber, avec une émotion joyeuse, elle criait: « Madame, c'est lui, c'est lui !» De nouveau le mantelet s'écarta à peine. De nouveau les yeux noirs se montrèrent, et avec le même calme souverain, la douce et harmonieuse voix de l'inconnu s'informa: « Qui, lui ?»« Landry Coquenard, madame, Landry Coquenard en personne !» jubila la Gorelle. Et avec une joie frénétique qu'elle ne se donnait pas la peine de dissimuler, elle expliqua avec volubilité: « Voyez, madame, ce air dépenaillé, traîner la corde autour du cou, c'est lui, c'est Landry Coquenard. Mais ce malheureux est conduit au supplice. »« Oh, ça m'en a tout l'air, » exulta l'horrible mégère. « Sans doute le mène-t-on à la potence, ici, près de Saint-Honoré. »« Ah, pauvre Landry Coquenard, devais-tu finir si misérablement? Et qui m'aurait dit que j'aurais la douleur de te voir branché? Ah, car si nous avançons un peu, nous le verrons. Nous le verrons, oui, mais je ne me trompe pas. C'est le seigneur Concini lui-même qui le mène. Oh Jésus, de quel regard de sollicitude inquiète il le couvre! Ah, je devine ce qu'il en est. Landry Coquenard aura eu la fâcheuse idée de se rappeler au souvenir de son ancien maître, qui est, autant dire, le roi de ce pays. Oui, bien fâcheuse idée que tu as eue là, pauvre Landry Coquenard. Je t'aurais cru d'esprit plus délié. » La dame n'écoutait plus depuis longtemps. La Gorelle s'aperçut que ses yeux noirs ne regardaient plus, que le mantelet était retombé, et elle entendit sa voix qui, au mantelet opposé, appelait doucement: « D'Albaran ?» Cet appel s'adressait à la formidable statue équestre dont nous avons signalé la présence de ce côté. Ce cavalier avait le teint bronzé, des yeux noirs superbes, et une magnifique barbe noire admirablement soignée, et des cheveux d'un beau noir de jais. Tous les signes visibles de l'Espagnol pur sang qu'il était, en effet. Seulement, à l'encontre de ses compatriotes, qui en général sont de taille plutôt petite, don Cristobal de Albaran était un véritable géant. À l'appel de son nom, il se courba sur l'encolure de son cheval en murmurant: « Señora, vois-tu ce condamné là-bas au milieu de ses gardes ?» demanda la dame inconnue. D'Albaran redressa la tête, jeta un coup d'œil sur la rue Saint-Honoré, et en français, avec une pointe d'accent, il dit: « Je les vois, madame. »« Il ne faut pas qu'il soit exécuté, » reprit la dame. « Il faut le délivrer, le laisser aller, savoir où il gîte et pouvoir le retrouver. Va. »« Bien, madame, » répondit d'Albaran, sans s'étonner, avec un flegme admirable. Sans plus tarder, il mit le pied à terre en faisant un signe à ses hommes. Aussitôt ceux-ci l'imitèrent. 2 palefreniers, chargés de conduire les mules de la litière, sortirent du coin où ils se tenaient à l'écart, et prirent la garde des chevaux. D'Albaran rassembla ses hommes autour de lui, et commença à leur donner des instructions à voix basse. Les mantelets demeuraient fermés, les yeux de la dame invisible ne se montraient plus. La Gorelle attendait patiemment. Elle avait entendu l'ordre donné. Elle suivait le conciliabule tenu par d'Albaran d'un œil furieux. Les lèvres pincées, l'air mauvais, elle bougonnait. « Après la fille de Concini à qui elle m'a défendu de toucher,
Voici qu'elle veut sauver Landry Coquenard. Ah ça mais, cette noble dame sauve donc tout le monde? C'est donc une sainte descendue sur la terre. À ce moment, les deux pardaillants débouchaient de la rue des Deux Écus. Visiblement, ils allaient sans but précis, au hasard. Du côté de la Gorelle, le Mantelet s'écarta une seconde. Une petite main blanche parut, tenant une grosse bourse gonflée en éclatés de pièces d'or. En même temps, la voix disait « Prends, ceci n'est qu'un acompte. » Éblouie, les yeux luisants comme des braises, la mégère fondit sur la bourse qui disparut en un clin d'œil. Et tandis qu'elle se cassait en deux dans une humble révérence de remerciement, elle songeait avec ravissement « Ah, Jésus Dieu, ma fortune est faite! Que la bénédiction du ciel soit sur cette excellente dame qui est si généreuse. » Le Mantelet s'était aussitôt rabattu. Les yeux noirs ne devaient plus se montrer. Mais la Gorelle entendit la voix harmonieuse qui lui disait « Écoute, je sais où te trouver, mais cela ne suffit pas. Tu peux avoir besoin de me communiquer des choses importantes. En conséquence, il est nécessaire que tu saches qui je suis et où je demeure. Je suis la duchesse de Sorientes, et je demeure à l'hôtel Sorientes. Sais-tu où est situé l'hôtel ? Ah non, madame, mais soyez sans crainte, je m'informerai, je trouverai. Ne t'informe pas, je vais t'expliquer. L'hôtel Sorientes est situé derrière le Louvre, au fond de la rue Sainte-Nicaise, passé la chapelle Saint-Nicolas, à laquelle il touche. Il fait l'angle de 3 rues. La rue Saint-Nicaire, la rue de Seine qui longe la rivière et un cul-de-sac qui part de la rue de Seine. Il y a une entrée sur chaque rue. Si tu as besoin de me voir, tu te présenteras à la petite porte du cul-de-sac. Tu frapperas 3 coups légèrement espacés et à la personne qui se présentera, tu diras simplement ton nom. Retiendras-tu bien tout cela ? J'ai bonne mémoire, sourit la Gorelle. Voyez plutôt. Madame la duchesse de Sorientes. L'hôtel de Sorientes est au bout de la rue Saint-Nicaire, la petite porte du cul-de-sac qui part de la rue de Seine, frappez 3 coups légèrement espacés et donnez mon nom. Est-ce bien cela ? C'est bien. Tu peux te retirer. La Gorelle salua profondément la litière. Elle allait se ruer dans la rue Saint-Honoré pour voir ce qui allait arriver à ce Landry Coquenard, auquel elle paraissait en vouloir particulièrement. Mais en se redressant, elle aperçut les deux pardaillants. Et le même trouble qui s'était déjà manifesté chez elle à leur vue s'empara de nouveau d'elle. Elle se fit aussi petite qu'il lui fut possible, ne bougea pas, se dissimula le plus qu'elle put derrière la litière. Parvenue rue de Grenelle, les deux pardaillants avaient tourné machinalement à gauche une fois de plus. En approchant de la litière, ils avaient aperçu la Gorelle. Ils l'avaient aussitôt reconnue, et leur attention s'était concentrée sur elle. Ils étaient encore trop loin pour entendre la voix de la duchesse de Sorientes, toujours invisible derrière les mantelets baissés. Ils passèrent juste à point pour entendre la Gorelle répéter les indications qu'on venait de lui donner, pour prouver qu'elle n'avait rien oublié. À dire vrai, ces paroles frappèrent seulement l'oreille du chevalier de Pardaillan, qui, d'ailleurs, n'y attacha aucune importance. Pour ce qui est de son fils géant, il n'entendit que vaguement. En regardant la mégère, il avait l'esprit préoccupé comme un homme qui fait un effort de mémoire pour se souvenir d'une chose ancienne, depuis longtemps oubliée. Et il n'y parvenait sans doute pas, car il continuait à avancer silencieux et rêveur à côté de son père. Les Pardaillans s'éloignèrent. La Gorelle, renonçant à satisfaire sa curiosité, tourna résolument le dos à la rue Saint-Honoré, se coula vivement dans la rue des Deux Écus et disparut avec cette rapidité particulière à ceux à qui la peur semble attacher des ailes aux talons. Les Pardaillans revinrent dans la rue Saint-Honoré. Ils tombèrent en plein sur cette troupe dont nous avons signalé la présence rue du Coq et qui conduisait un condamné, lequel, s'il faut en croire la Gorelle, n'était autre que ce Landry Coquenard dont elle venait de parler à la duchesse de Sorientes, laquelle, pour des raisons à elle, que nous ne tarderons sans doute pas à connaître, ne voulait pas qu'il fût pendu. L'encombrement était énorme à cet endroit, car la foule s'était immobilisée pour voir passer le cortège. Nous devons même ajouter que parmi cette foule, il régnait une certaine effervescence. À grand renfort de coups de coude, les Pardaillans se frayèrent un passage et s'éloignèrent de ce gros rassemblement. Quand ils se trouvèrent hors de la cohue, Géant s'arrêta tout à coup et sortit de sa rêverie. « C'est curieux, dit-il. Cette femme, comment donc la jolie Muguette l'appelait déjà ? La Gorelle, rappela Pardaillan qui avait toujours son extraordinaire mémoire. Ah, la Gorelle, oui, c'est cela.
Eh bien, il me semble que je l'ai déjà vu, mais je ne sais où et quand. Et j'ai beau chercher, je n'arrive pas à me souvenir. Chapitre 4. La marche à la potence. Il est temps de nous occuper de cette troupe dont la présence dans la rue Saint-Honoré causait une si forte émotion parmi le populaire. Elle était entièrement composée de gens appartenant à Concino Concini, maréchal et marquis d'Ancre. Concino Concini, qui conduisait ces gens en personne, les couvrait de son autorité et les excitait. Cet homme était la représentation vivante de la puissance sans limite, de l'orgueil sans frein, de la cupidité insatiable, du luxe infernal. Suivant l'expression de la Gorelle qui, à n'en pas douter, n'avait été qu'un écho, il était autant dire le roi de ce pays. Ce pays, c'était le royaume de France, le plus beau de la chrétienté. Il était tout cela de par la volonté d'une femme qu'une passion insensée courbait sous son despotique empire. Il était tout cela parce qu'il était l'amant de Marie de Médicis, la reine régente. Parce qu'il était autant dire roi, Concini avait cru pouvoir permettre à ces gens de s'amuser. Ces gens, ici, c'étaient ceux que l'on appelait les ordinaires de monsieur le marquis d'Ancre, et qu'il appelait, lui, dédaigneusement, ses coglioni di mille franchi. Voici en quoi consistait ce jeu. Deux ordinaires, chefs d'isonniers, de Roquetaille et de Longueval, avaient passé deux nœuds coulants autour du cou d'un pauvre hère. Les deux extrémités des longues cordes passées sur leurs épaules, avec de bruyants éclats de rire, ils le tiraient brutalement, comme un veau qu'on traîne à l'abattoir. Ils avaient soin de s'écarter le plus possible, de façon à ce que leur victime demeurât bien visible au milieu de la chaussée, exposée aux railleries de la populace. Car ils ne doutaient pas que la populace se divertirait à ce jeu atroce qui leur paraissait des plus plaisants. Imitant la voix glapissante des crieurs jurés, ils criaient « Place, place à ce mauvais garçon que nous menons à la potence !» Derrière le pauvre hère marchait une douzaine d'ordinaires, parmi lesquels, parce que nous aurons l'occasion de les retrouver, nous citerons d'Hainaut, de Louvignac, autre chef d'isonnier, de Bazorges, de Pontraille, de Montreval et Chalabre, simples ordinaires. Ces messieurs menaient grand tapage, accablaient leurs victimes de plaisanteries énormes, d'injures aussi truculentes que variées, tout en la surveillant de très près. Et quand elle faisait mine de s'arrêter, avec de grands éclats de rire, ils l'obligeaient à marcher, en la piquant impitoyablement dans le dos, avec leurs immenses rapières. Derrière ces messieurs, Concini venait s'appuyer au bras du baron de Rospignac, son homme de confiance et capitaine de ses 40 ordinaires. Concini, toujours jeune, toujours somptueusement vêtu, d'une élégance suprême, était le seul qui ne riait pas. C'était avec une sombre inquiétude qu'il surveillait son prisonnier, lui. Il ne disait rien, mais quand il ouvrait la bouche, c'était pour ordonner d'une voix brève, impatiente, de hâter la marche. Peut-être regrettait-il déjà d'avoir permis cet abominable jeu. Roquetaille et Longueval, en tirant par secousses violentes sur les nœuds coulants, menaçaient à chaque instant d'étrangler net l'infortuné Landry Coquenard. Heureusement pour lui, soit oubli, soit raffinement, on lui avait laissé les mains libres. Ses mains se crispaient désespérément sur les cordes, et avec une force décuplée par l'imminence du péril, il s'efforçait de réduire la tension de ses cordes, d'atténuer la violence de la secousse. Il n'y réussissait pas toujours. Alors il trébuchait, un râle douloureux fusait de ses lèvres contractées. Et l'hilarité des bourreaux redoublait. C'étaient si drôles les contorsions qu'il faisait quand la pointe acérée des rapières pénétrait dans sa chair. Si drôles les grimaces de ce pauvre visage contracté par l'angoisse et la douleur, congestionné par la suffocation. Les misérables brutes s'amusaient comme elles ne s'étaient jamais amusées, et pour faire durer le plaisir, ils prolongeaient sans pitié le supplice du malheureux. Pourtant, malgré tout, celui-ci trouvait le moyen de se retourner de temps en temps. Alors il se redressait, ses yeux sanglants allaient chercher Concini derrière ses coupes jarrées, et il dardait sur lui un regard où flamboyait une suprême menace. Alors Concini pâlissait, frissonnait, se cramponnait au bras de Rospignac, et d'une voix qui grelottait commandait « Mais plus vite, plus vite !» Et la bande obéissait, pressait le pas, riant plus fort, discutant très haut à quelle potence il convenait de se rendre pour y accrocher le coquin. Car leur intention était bel et bien de pendre haut et court l'infortuné Landry Coquenard. Le malheureux ne se faisait pas la moindre illusion. Il se savait condamné, irrésistiblement perdu.
Concini avait donné l'ordre de mort, Concini présidait lui-même à cette affolante marche à la potence. Concini paraissait trop redouter celui qui l'avait condamné pour lui faire grâce. Or, c'était un jeu terrible qu'il jouait là, dans cette voie, une des plus animées du Paris d'alors, où, à cette heure de marché, grouillait tout un monde d'acheteurs et de marchands. C'était une imprudence folle, une imprudence qui pouvait avoir des suites mortelles pour les insensés qui la commettaient. C'était à se demander par suite de quelle inconcevable aberration Concini l'avait permise, cette imprudence. Il connaissait pourtant bien l'état d'esprit des Parisiens exaspérés par sa morgue insolente, ses exactions sans frein, son luxe scandaleux. Il le connaissait même si bien que, pour mater la révolte qui grondait sourdement, il avait multiplié les potences à tous les carrefours, presque à tous les coins de rue. Et ces potences n'étaient pas plantées en si grand nombre uniquement pour intimider le populaire. Elles servaient, hélas, elles servaient même si bien que, malgré leur effrayante multiplication, leur nombre devenait sans cesse insuffisant. Ce fut ainsi que le sinistre cortège déboucha rue Saint-Honoré en pleine foule. Cette foule l'avait vu venir de loin, mais comme elle ne s'était pas rendue compte de la réalité, elle n'y avait prêté qu'une médiocre attention. Quand il fut là, elle comprit. Nul ne connaissait le condamné, ce qu'il avait fait, ou quand comment il s'était laissé prendre, pourquoi allait-on le pendre? Nul n'en savait rien. Nous devons même dire que nul ne songeait à se le demander. Si Landry Coquenard avait été, suivant les formes ordinaires, encadré par les archers de la prévôté, même suivi par Concini et ses sicaires, la foule blasée par la fréquence journellement renouvelée de ses spectacles, la foule se fut ouverte avec indifférence pour le laisser passer. Mais, en l'occurrence, il était manifeste qu'on se trouvait en présence d'une insolente bravade. Une bravade d'une inqualifiable violence. Landry Coquenard pouvait être un affreux coquin coupable de tous les crimes. Par l'odieux traitement qu'on lui infligeait, il apparut comme une victime. Il fut sympathique, sans qu'on sût qui il était. Pourtant la foule ne se révolta pas. Ce fut d'abord chez elle un sentiment d'indicible stupeur qui la paralysa. Un silence de mort plana sur cette chaussée si bruyante l'instant d'avant. Le mouvement ne s'arrêta pas, mais la foule afflua de ce côté. Elle était si compacte que Roquetaille et Lonval tentèrent vainement de tourner à droite, sans doute pour aller à la Croix du Trahoir, où se dressaient deux potences toutes neuves. Il ne se faisait pourtant pas faute de glapir. « Place au coquin qui va être pendu selon ses mérites !» La foule demeurait toujours silencieuse, mais elle ne livrait pas passage. Non pas que l'idée de révolte fût déjà en elle, simplement parce qu'une stupeur immense la paralysait. Brindemuguet, qui était demeuré au milieu de la chaussée, à l'entrée de la rue du Coq, se trouva tout naturellement placée au premier rang. Ce fut elle qui, la première, retrouva l'usage de la parole. « Oh, le pauvre homme !» s'écria-t-elle. Dans le silence angoissant qui pesait sur cette scène, cette parole de commisération éclata comme un coup de tonnerre. Tout le monde l'entendit, Landry Coquenard comme les autres. C'était assurément un brave, ce Landry Coquenard. Malgré la situation effroyable dans laquelle il se trouvait, il n'avait pas perdu la tête. Il fixait sur celle qui venait de parler des yeux que bouleversait une poignante émotion, et il murmura « C'est elle, la fille de Concini, c'est elle qui me plaint. Oh, la brave petite !» Concini avait entendu. Rospignac, son capitaine des ordinaires, avait entendu. Concini et Rospignac, en même temps, fixèrent un regard chargé d'une passion sauvage sur Brindemuguet. Concini, serrant nerveusement le bras de Rospignac, lui glissa à l'oreille d'une voix ardente. « C'est elle, Rospignac, per la Madonna, il faut que je la suive, que je lui parle. Et si elle me repousse encore, tu seras avec moi, Rospignac, tu m'aideras. » Cette fois, ce fut sur son maître que Rospignac coula un regard à la dérobée. Ce regard était chargé d'une expression de haine effrayante. Rospignac gronda en lui-même. « Oui, compte sur moi, misérable ruffian d'Italie. Plutôt que de te la livrer, je t'arracherai le cœur avec les ongles. Je l'aime aussi, moi. Je la veux. Et sans du diable, nul que moi ne l'aura. » Cependant, tout haut, avec une indifférence affectée, il répondit « Je veux bien, moi, monseigneur, mais votre prisonnier. Je croyais que vous aviez des raisons particulières de vous assurer de vos propres yeux qu'une bonne cravate de chambre l'avait rendu muet, à tout jamais. » Concini grinça des dents en regardant tour à tour Landry Coquenard et Brindemuguet. Il débattait en lui-même lequel des deux il devait suivre. Brusquement, il se déclara. « Bah, les hommes feront bien la besogne sans nous. Je veux lui parler. »
Rospignac ne répondit rien. Avec un sourire aigu, il songeait « Si la foule nous laisse passer, ce qui ne me paraît pas bien sûr. » Odet de Valvert avait entendu. Il se trouvait assez loin. Il se mit à jouer des coudes avec une force impétueuse pour se rapprocher de la jeune fille. Enfin, la foule aussi avait entendu, et la foule, loin de s'écarter, comme ne cessait de le demander Roquetaille et Longueval, la foule serra les rangs et se mit à murmurer haut, un murmure très bas, indistinct encore, mais qui peut dire d'avance jusqu'où ira une foule qui commence à s'exciter elle-même par de légers murmures. Ce Landry Coquenard, qui ne perdait pas la tête, devait être brave, avons-nous dit. C'était de plus un homme d'esprit et de résolution. Concini et ses estaffiers, dans leur infatuation, ne se rendaient pas compte des dispositions de la foule. Lui s'en rendit très bien compte. Il se mit aussitôt à beugler. « À moi! À l'aide, braves gens! Laisserez-vous donc assassiner misérablement un bon chrétien qui n'a commis aucun crime ?» Le rusé Matois avait eu soin de dire qu'on le voulait assassiner. Il savait fort bien ce qu'il faisait, et il faisait preuve là d'une présence d'esprit vraiment admirable. Ce mot produisit une impression énorme sur la foule. Les murmures se haussèrent d'un ton, devinrent des grondements précurseurs d'orage. Mais l'orage n'éclata pas encore ce coup-ci. Nous voulons dire que la foule ne bougea pas encore. Elle attendait, pour passer à l'action, que quelqu'un se résolût, donnât le branle. Ce fut encore Brin de Muguet qui le donna, sans réfléchir, dans un élan de son bon cœur. « Mais il n'y a donc pas un homme, ici » s'écria-t-elle. « Il y en a au moins un, mademoiselle » répondit aussitôt une voix claironnante. C'était Odet de Valvert qui avait enfin réussi à se glisser près d'elle, qui parlait ainsi. Chose étrange, une ombre de contrariété passa sur le visage expressif de la jeune fille, qui ne put réprimer un mouvement d'humeur. Comme de juste, l'amoureux ne vit rien. Il s'inclinait gracieusement devant elle, et ce salut et le sourire qui l'accompagnaient, si respectueux qu'ils fussent, disaient clairement que c'était uniquement pour elle qu'il intervenait. Odet de Valvert ne perdit pas de temps. Après avoir salué sa dame, comme faisaient autrefois les preux avant de charger, la lance en arrêt, il vint se camper devant Roquetaille et Longueval, et d'une voix mordante il prononça « Pourquoi maltraitez-vous ainsi cet homme ? Il est indigne de gentilshommes d'abuser ainsi de leur force contre un pauvre diable sans défense. » Les deux spadassins se hérissèrent. « De quoi se mêle cet étourneau ?» mugit Longueval. « Ce drôle va se faire étriller d'importance » beugla Roquetaille. « Drôle, étourneau, vous êtes trop généreux, messieurs » railla Odet de Valvert. Il dit cela, mais en même temps il projetait ses deux poings en avant avec une force irrésistible. Il n'avait pas fini que les deux ordinaires allaient s'étaler sur le dos à 4 pas de là. « Ah, vive le damoiseau !» cria la foule enthousiasmée. Landry Coquenard se tenait prêt à tout. Lui non plus, il ne perdait pas une seconde. Il fit un bond prodigieux et tomba dans les bras que lui tendait Odet de Valvert. Avec une force qu'on n'eût jamais soupçonnée chez ce jeune homme, d'apparence si délicate, il l'enleva, le passa derrière lui et lui glissa une bourse dans la main en disant « File, vivement !» Landry Coquenard lança un coup d'œil d'inexprimable reconnaissance sur son sauveur, et, sans s'attarder, sans prononcer une parole, fonça au milieu de la foule qui s'ouvrait d'elle-même pour lui livrer passage. À ce moment, le colosse de la duchesse de Sorientes accourait à la tête de ses 10 hommes. Il trouva sa besogne toute faite. Cependant, les ordres de la duchesse étaient formels. Il fallait non seulement délivrer le prisonnier, mais encore savoir où il gîtait pour pouvoir le retrouver. Landry Coquenard, ahuri, se sentit happé, enlevé, passé de main en main, porté dans la rue de Grenelle, derrière la litière. Il se trouvait assez loin de ses bourreaux, hors d'atteinte. Il fila sans demander d'explication à personne. Il fila à grands pas, sans courir toutefois, encore tout éberlué de son heureuse et rapide délivrance, serrant dans sa main crispée, sans trop savoir ce qu'il emportait, la bourse que Valvert avait eu la généreuse pensée de lui glisser dans la main. D'Albarrán s'approcha de la litière. « C'est fait, madame, » dit-il en espagnol. Mais l'homme avait déjà échappé à ce qui le tenait. Nous n'avons eu qu'à faciliter sa fuite. « J'ai vu, » répondit la duchesse de Sorientes dans la même langue. « Qu'ordonnez-vous, madame ?»« Attendons, » dit la duchesse. « J'attends quelqu'un et je veux voir ce qui va arriver à ce jeune homme qui a osé braver en face le tout-puissant maître de ce royaume. » Et avec un sourire indéfinissable, elle ajouta
Et puis, je suis curieuse de voir aussi ce que va faire ce brave peuple de Paris qui gronde là-bas. » D'Albarrán s'inclina respectueusement, sauta en selle et reprit sa garde patiente et attentive près de la litière. Ces hommes avaient déjà réenfourché leurs chevaux et repris de leur côté leur attitude raide de soldats sous les armes. Ils n'étaient plus que 9 maintenant. Le 10e s'était mis aux trousses de Landry Coquenard et ne devait plus le lâcher. Chapitre 5. Comment finit l'Algarade? Revenons à Odet de Valvert et à la bande de loups enragés avec laquelle il allait se trouver aux prises. Son geste avait été si rapide, si imprévu, que les hommes de Concini n'eurent conscience de ce qui s'était passé qu'en voyant leurs 2 camarades rouler dans la poussière. De son côté, Landry Coquenard avait été si prompt à saisir l'occasion qu'il était déjà dans la rue de Grenelle lorsqu'ils s'aperçurent de sa fuite. Concini et Rospignac, eux, ne s'étaient aperçus de rien. Ils n'avaient Dieu que pour brin de muguet qu'ils dévoraient littéralement du regard. Odet de Valvert, qui s'attendait à être chargé séance tenante, se tenait sur ses gardes. Ce court instant de répit que la stupeur de ses adversaires lui accordait, il le mit à profit pour les observer. Tout naturellement, son attention se porta d'abord sur celui qu'il savait être le chef, Concini. Il ne put pas ne pas être frappé de l'ardent regard de brutale passion que Concini et Rospignac dardaient sur la jeune fille. Ce regard semblait déshabiller celle qu'il considérait comme une pure et chaste enfant, le fit rougir de colère. L'amoureux venait de flairer en ces 2 hommes 2 rivaux contre lesquels il aurait à lutter. Sa main tortilla nerveusement sa moustache, et après avoir rougi, il pâlit. La jalousie venait d'abattre sur lui sa grive acérée et lui déchirer le cœur. Il ne fut pas le seul à remarquer ce regard enflammé des 2 hommes. Dans la foule, une femme de petite taille s'appuyait au bras d'un homme qui paraissait d'une longueur démesurée. La femme s'enveloppait dans une ample cape de drap très simple, comme en portaient les femmes du peuple, en sorte qu'il était impossible de reconnaître à quelle condition elle appartenait. Il était également impossible de voir son visage qui disparaissait sous le capuchon soigneusement rabattu. Quant à l'homme, aussi long qu'elle était petite, il cachait aussi soigneusement qu'elle son visage dans les plis du manteau relevé jusqu'au nez. Tout ce que l'on pouvait voir sous le large chapeau orné d'une touffe de plumes rouges, c'étaient des yeux de braise qui paraissaient singulièrement vifs et perçants. Cette femme n'avait Dieu que pour Concini. Comme Odet de Valvert, elle fut frappée du regard qu'il attachait sur la jolie bouquetière des rues. Elle suivit la direction de ce regard et détailla la jeune fille avec une attention aiguë de femme jalouse observant une rivale. Elle serra fortement le bras de son cavalier et gémit d'une voix plaintive « Stocco, voilà celle qu'il aime. La voilà. » L'homme long, l'homme qu'elle venait d'appeler Stocco, fixa tour à tour sur Concini et sur Braine Muguet un regard goguenard et leva familièrement les épaules de l'air de quelqu'un qui dit « Que voulez-vous que j'y fasse ?» Seulement, son regard à lui se fixa un instant sur Rospignac, ce que la jalouse inconnue n'avait pas daigné faire. Et alors un sourire railleur souleva son immense moustache noire. Son regard revint se fixer sur Concini, si bien que nous pouvons en déduire, sans crainte de nous tromper, que ce singulier personnage se réjouissait de la rivalité amoureuse qu'il devinait entre Concini et Rospignac, entre le maître et son serviteur. Cependant, les ordinaires se remettaient de leur stupeur. Ce fut d'abord une effroyable bordée de jurons où tous les diables d'enfer figuraient à la place d'honneur. Cette furieuse explosion arracha Concini à la contemplation passionnée et le ramena au sentiment de la réalité. « Qu'est-ce » fit-il. On le lui apprit en quelques mots brefs. En apprenant que le damné Landry Coquenard venait de leur fausser compagnie grâce à l'intervention de ce jouvenceau qu'on lui désignait, Concini devint livide. Un tremblement convulsif le secoua des pieds à la tête. Ivre de colère, il éclata d'abord en jurons affreux. « Sangue degli Amarona, Cristazio maledetto santilari » Mais se remettant aussitôt d'une voix qu'une fureur terrible faisait trembler, il commanda « Saisissez-moi cet homme, qu'il prenne la place de celui qui vous a enlevé. »« Et, mon brave, lança Odet de Valvert d'une voix dédaigneuse, que ne venez-vous me saisir vous-même ? Je serais curieux de voir ce que pèse la rapière d'un ruffian d'Italie contre l'épée d'un loyal gentilhomme de France. » La vérité est qu'il grillait d'envie de se mesurer contre le rival qu'il avait deviné,
et qu'il détestait déjà d'instinct. Aussi, toute son attitude était-elle une insulte, un défi. La foule attentive n'en vit pas si long. Pour la première fois, elle trouvait un homme qui osait jeter à la face de Concini effaré cette épithète insultante de « ruffian d'Italie » que chacun lui prodiguait tout bas. Elle se sentit soulever, cette foule. Elle exulta, elle éclata en une formidable acclamation. « Vive le damoiseau !» C'était la deuxième fois qu'elle la lançait, cette acclamation. Mais cette fois, soulignant l'injure de ce jeune inconnu, elle prenait une signification d'une éloquence terrible. Tout autre que Concini eût compris, se fût gardé, eût cherché un moyen honorable de battre en retraite. Mais Concini était grisé par sa fabuleuse fortune. Concini était aveugle et sourd. Concini ne comprit pas, ne voulut pas entendre Rospignac qui, plus clairvoyant, lui conseillait la prudence et la modération. Concini hurla. « Porque Dio, qu'attendez-vous pour obéir quand je commande? Saisissez-moi cet homme, vous dis-je » D'ailleurs, il faut leur rendre cette justice, ils n'hésitaient pas. Tous les couples Jarez étaient braves, c'était incontestable. Ils s'étaient mis en mouvement avant que leur maître eût fini de donner son ordre. Roquetaille et Lonval, qui venaient de se relever, foncèrent les premiers, l'épée haute. « Il faut que je te saigne » hurla Roquetaille. « Je veux te mettre les tripes au vent » mugit Lonval. Il pensait bien ne faire qu'une bouchée de cet adversaire dont l'apparence était plutôt délicate. La vigueur des 2 mètres coups de poing qui les avaient envoyés mordre la poussière aurait dû, cependant, leur donner à réfléchir. Mais ils comptaient sur leur science profonde de l'escrime, car tous étaient des escrimeurs redoutables. Et puis les scrupules ne les étouffaient pas, puisqu'ils chargeaient à 2 contre 1. Ils avaient donc toutes les raisons de croire qu'ils seraient facilement plus forts et qu'ils expédieraient promptement leur homme. Car ils ne songeaient pas à l'arrêter, eux. Ils voulaient sa peau. Malgré tout, et contre leur attente, ils trouvèrent un fer souple et vif qui para comme en se jouant de leurs attaques. Peut-être même eussent-ils reçu la leçon que méritait leur présomption, si toute la bande, avec des clameurs épouvantables, n'était venue à leur secours. Tous, en même temps, tombèrent sur l'insolent qui, exploit tout à fait imprévu, qu'on n'eût certainement pas attendu de lui, soutint sans faiblir l'effroyable choc. Il était clair cependant que malgré sa folle intrépidité, malgré sa force et son adresse, ce jeune homme ne pourrait pas résister longtemps aux 15 spadassins qui, sans vergogne, l'assaillaient de toutes parts. C'est ce que comprit la foule que Concini et les siens dédaignèrent, et en qui Odet de Valvert n'avait même pas eu l'idée qu'il pourrait trouver du secours. Elle s'était indignée et avait grondé sourdement l'instant d'avant. Mais nous avons vu qu'elle n'avait pas osé intervenir. Cette fois, le branle se trouva donné. L'orage éclata. Pour avoir été retardé un instant, il n'en fut que plus terrible. Ce fut d'abord en réponse aux clameurs des ordinaires, une clameur formidable qui couvrit tous les bruits. « À bas les étrangers, qu'ils s'en aillent chez eux, à bas les affameurs !» Et la foule s'ébranla. Les hommes de Concini durent lâcher Odet de Valvert, faire face à cette multitude d'adversaires qu'ils ne s'attendaient pas à rencontrer. La foule, cependant, s'était contentée de dégager le damoiseau, dont l'attitude crâne avait eu le don de soulever son enthousiasme. Elle s'était contentée de paralyser les hommes de Concini sans les frapper. Concini ne comprit pas encore. Cette modération de la foule qui venait du sentiment qu'elle avait de sa force, il l'attribua à la peur. Il acheva de s'enferrer, il rugit « Chargez-moi cette canaille ! Sus, frappez, assommez !» Ces hommes obéirent, frappèrent en effet. Quelques malheureux tombèrent à moitié assommés. Alors la colère du populaire éclata dans toute son irrésistible impétuosité. La duchesse de Sorientes avait dit à d'Albarrán qu'elle voulait voir ce qu'allait faire le brave peuple de Paris. Elle fut fixée. Des huées, des coups de sifflet stridents couvrirent sa voix, et un immense cri s'éleva. « À mort Concini, à l'eau le ruffian, à mort les assassins !» Et en même temps qu'elle criait, la foule agissait. Comme par enchantement, des armes surgirent on ne savait d'où. Les coups se mirent à pleuvoir, drus comme grêle. Mais cette fois, c'étaient les gens de Concini, pressés, foulés, étouffés, débordés de toutes parts, qui les recevaient. Jusque-là, ils avaient agi individuellement, chacun à sa guise. Le baron de Rospignac comprit l'étendue du péril. Ils allaient tous être échappés par ces moutons que leur insolente brutalité venait de changer en fauves déchaînés. Il prit aussitôt le commandement de sa troupe et accomplit la seule manœuvre qui pouvait non pas les sauver, mais leur permettre de tenir assez longtemps pour donner le temps à des secours de leur arriver.
Il rassembla ses hommes en peloton compact et battit en retraite vers la rue du Coq, en tenant tête, entraînant Concini momentanément à l'abri au milieu de sa bande. La manœuvre réussit assez bien. Sans trop de dommages, sans avoir perdu un de ses hommes, il put regagner la rue du Coq. Quand ils furent là, il conseilla. « Si vous voulez m'en croire, monseigneur, détalons au plus vite. Il n'y a pas de honte à cela. Nous ne sommes que 15, ils sont 200 ou 300. » Le conseil était bon, et comme l'avait très bien dit Rospignac, on pouvait sans déshonneur battre en retraite devant des forces aussi écrasantes. Intérieurement, Concini le reconnut, mais son orgueil se révolta, alors il grinça. « Fuir devant des manants, mais porquidillo, nous crèverons tous ici plutôt. » « Bon, dit froidement Rospignac, nous n'attendrons pas longtemps dans ce cas, notre compte est bon. » Et avec un sang-froid merveilleux, il se mit à donner ses ordres tout en ferraillant avec vigueur, car ceci se passait au milieu de la mêlée qui devenait de plus en plus furieuse. D'ailleurs, il ne s'exagérait nullement le péril. Il était évident que lui et sa poignée d'hommes ne pèseraient pas lourd devant la multitude maintenant déchaînée qui s'acharnait contre eux en redoublant ses cris de mort. Comme il l'avait dit, leur compte était bon. Comme il l'avait prédit, dans quelques secondes, ils seraient tous brisés comme fœtus emportés par la tourmente. « Santa Maria Stocco, ces forcenés vont me tuer mon Concino !» se lamenta la petite femme au bras de l'homme long. Et cette fois elle parlait en italien. Et Stocco, dans la même langue, avec ses yeux luisants d'une joie mauvaise, avec cet air goguenard qui paraissait lui être particulier, répondit « Ma foi, signora, je crois en effet que vous pouvez préparer vos voiles de veuve. » Avec une familiarité narquoise, qu'autorisait sans doute de mystérieux services, il ajouta « Aussi, signora, c'est vraiment tenter le diable que de pousser l'imprudence aussi loin que le fait votre noble époux. Per Dio, les dispositions de cette foule étaient bien visibles. Il était inutile de l'exaspérer davantage. »« Stocco, fit Leonora Galigaï, puisqu'il paraît que c'était elle. Regarde donc là-bas, si tu ne vois pas venir le roi. C'est l'heure où il rentre de sa promenade. » Par-dessus les têtes qu'il dominait de sa longue taille, Stocco jeta un coup d'œil du côté de la porte Saint-Honoré, et avec la même indifférence narquoise, il dit « Je crois que le voilà. » Leonora Galigaï lui glissa rapidement quelques mots brefs à l'oreille. Stocco leva irrévérencieusement les épaules, mais il obéit sans discuter. Il laissa tomber les plis de son manteau. Ce geste mit à découvert une figure longue, maigre, au teint basané, avec des pommettes saillantes, coupé en deux par une paire d'énormes moustaches noires. Il quitta sa maîtresse, et à grands coups de coude, en s'aidant du pommeau de son immense rapière, dont il se servait comme un coin de fer en le glissant entre les côtes des gens pour les écarter, il se frayait un chemin vers Concini, mais comme il se rendait compte que la manœuvre ne suffirait pas à elle seule, il criait de sa voix rude, narquoise, « Le roi, voici le roi, place au roi !» Ces mots lui facilitèrent la tâche, ainsi qu'il l'avait prévu. Ou, pour mieux dire, ainsi que l'avait prévu Leonora, car il ne faisait que suivre ses instructions. Ces mots étaient magiques, alors. La colère de la foule ne tomba pas pour cela, mais son attention fut détournée. Concini et ses hommes, qui se voyaient perdus, eurent un instant de répit. Stocco arriva facilement devant celui vers qui on l'envoyait. « Monseigneur, lui dit-il en italien, filez prestement, voici le roi. »« Et que m'importe le roi » gronda Concini, en promenant un regard sanglant sur la foule, comme s'il cherchait quelqu'un. Stocco se cassa en deux dans un salut exorbitant, et, de sa même voix rude, sans qu'il fût possible de démêler s'il parlait sérieusement ou s'il se moquait, il dit « Per Dio, Seigneur, je sais bien que le véritable roi de ce pays, c'est vous. Tout de même, vous n'avez pas encore le titre, ni la couronne. Le titre et la couronne, c'est l'enfant qui vient là-bas, qui les a. Croyez-moi, monseigneur, il n'est pas prudent de vous montrer à lui dans une situation aussi humiliante que celle-ci. Vous allez lui donner une petite opinion de votre puissance, et, si l'entourage du petit roi se met à douter de votre force, c'en est fait de vous, monseigneur. « Corbacco, tu as raison, Stocco, » reconnut Concini. Et il donna l'ordre de la retraite à Rospignac, qui, si brave qu'il fût, l'accueillit avec un véritable soulagement. Pendant que la manœuvre s'accomplissait avec une facilité relative, la foule, avec cette mobilité qui la caractérise, se détournait de plus en plus d'eux pour se précipiter sur le passage du roi. Il se mordait les poings avec rage, et son regard étincelant cherchait toujours quelqu'un. Tout à coup, il trouva. Et serrant fortement le bras de Stocco, il dit d'une voix rauque « Tu vois ce jeune homme là-bas ?
Il désignait Odet de Valvert, qui, à quelques pas de Braine-Muguet, la couvait d'un regard chargé d'adoration muette. « Je le vois, » répondit Stocco de son air gouailleur. « 1000 livres pour toi, Stocco, si tu me fais savoir son nom et où je pourrai le prendre. »« Vous le saurez demain matin, » promit Stocco, dont les yeux de Braise avaient lancé un éclair à l'énoncé de ce chiffre de 1000 livres. « 1000 livres de plus, si tu m'apprends où loge cette jeune fille. » Cette fois, Concini, d'une voix que la passion rendait haletante, désignait Braine-Muguet. Stocco, avec une froideur visible, et hochant la tête, répondit « La petite bouquetière des rues, ah, difficile, monseigneur, très difficile. Cette petite, et je veux que le diable m'emporte si je sais pourquoi, cette petite fait un mystère du lieu où elle se loge. Jusqu'à ce jour, elle a su si bien se garder que nul ne peut dire où est situé ce logis. 5000 livres, insista Concini. 5000 livres pour toi si tu réussis. Diavolo, fit Stocco dont l'œil fulgurait. Vous avez des arguments irrésistibles, monseigneur. Va bene, on tâchera de vous satisfaire. La promesse était vague. Cependant, il faut croire que Concini avait une absolue confiance en l'habileté de cet homme, car un sourire de satisfaction passa sur ses lèvres. Il avait également confiance en sa fidélité, car on remarquera qu'il ne jugea pas nécessaire de lui recommander la discrétion. La retraite de Concini et de ses hommes s'effectua sans trop de dommages. Rospignac, qui avait dirigé la manœuvre, ramenait bien quelques éclopés, qui devraient garder la chambre plus ou moins longtemps, mais, en somme, il avait sorti tout son monde de ce guêpier où il s'était stupidement fourvoyé, et d'où ils avaient pu croire un instant que pas un d'eux ne sortirait vivant. En réalité, ils devaient tous la vie à la présence d'esprit de Leonora Galigaï, qui avait détourné d'eux la fureur de la foule en lui annonçant l'approche du roi, et en faisant valoir aux yeux de Concini le seul argument assez puissant pour le décider à céder. Au reste, Concini ignorait cette intervention si opportune de sa femme. Comme on l'a vu, Stocco, suivant les instructions de sa maîtresse, avait négligé de lui dire que c'était elle qui l'avait envoyé. Pendant que nous les tenons, poussons Concini et sa bande jusqu'au bout. Ils revinrent à l'hôtel d'Ancre, lequel touchait pour ainsi dire au Louvre. Là, il réunit dans son cabinet messieurs de Rospignac, son capitaine des gardes, d'Eynaud, de Longeval, de Roquetaille, de Louvignac, lieutenant ou chef dizainier, de Bazorges, de Montréal, de Chalabre et de Pontraille, simples ordinaires que les circonstances poussaient dans la confiance du maître. « Messieurs, leur dit-il d'une voix tranchante, je suppose qu'il n'est pas un de vous qui ne pense que l'affront que nous venons de recevoir ne saurait demeurer impuni. » Une explosion terrible suivit ces paroles. Concini les considéra un instant avec une sombre satisfaction. Quelques bonnes pendaisons nous vengeront comme il convient de l'insolence de cette ville populace et la ramèneront, je l'espère, à un sentiment plus net du respect qu'elle nous doit. Ceci me regarde et j'en fais mon affaire. L'insolence de ce gentilhomme qui a osé nous braver, nous insulter, doit également être châtiée. Il faut que ce châtiment soit tel qu'il donne désormais à réfléchir à ceux qui seraient tentés de suivre cet insupportable exemple. Ceci est indispensable, parce que le respect qu'on nous témoignera sera en proportion directe de la crainte que nous inspirerons. C'est à vous qu'il appartient, sans plus tarder, de rechercher, de saisir et de m'amener le coupable. Des foyables bordés de jurons, d'intraduisibles menaces suivirent ces paroles. Naturellement, Lonval et Roquetaille, qui avaient eu le désagrément d'expérimenter à leurs dépens la vigueur des poings d'Odet de Valvert, se montrèrent les plus enragés. Moi, d'abord, grinça Lonval, je n'aurai de cesse ni de trêve que je lui ai sorti les tripes du ventre. Et moi, jura Roquetaille, je veux lui fouiller le cœur avec mon poignard. Non pas, protesta Concini. Il faut me l'amener vivant. Vivant, entendez-vous. Comme il secouait la tête d'un air farouche, il ordonna d'une voix rude « Je le veux !» Et avec un sourire livide, il ajouta « Soyez tranquille, le châtiment que je lui réserve, moi, sera tel que tout ce que vous pourrez imaginer d'horrible vous paraîtra bénin à côté. » Ceci était prononcé sur un ton tel que Roquetaille et Lonval n'hésitèrent plus. « Peste, monseigneur, dirent-ils avec un rire féroce, maintenant que nous connaissons vos bonnes dispositions à l'égard de cet insolent, nous nous garderons bien de le soustraire à votre bienveillance par un bon coup d'épée, qui, en effet, serait trop doux. »« En chasse, » commanda Concini avec une bonne humeur sinistre. « En chasse, mes braves limiers. Dépistez-moi la bête, rabattez-la moi, je me charge de la battre, moi. »
Il les congédia du geste en faisant signe à Rospignac de demeurer. Dès qu'ils furent sortis, en tumulte, avec de bruyants éclats de rire, Concini abattit la main sur l'épaule de Rospignac, et, l'œil strié de sang, la lèvre retroussée dans un rictus féroce, il gronda. « Rospignac, veille à ce que tes hommes amènent ce jeune homme vivant. Veille-y sur ta tête. » Comme Rospignac le considérait avec étonnement, il révéla le secret de cette haine subite qui se manifestait du premier coup terriblement mortel. « Il l'aime aussi, comprends-tu, Rospignac? Et qui sait si ce n'est pas par amour pour lui qu'elle me méprise, moi? »« Ah, vous m'en direz tant, monseigneur, » répliqua Rospignac. « Soyez tranquille, je vous réponds qu'il ne vous échappera pas. »« Tu es un bon serviteur, Rospignac, » complimenta Concini. « Va, et sois sans inquiétude de ton côté, ta fortune est faite. » Rospignac s'inclina et sortit à son tour. En rejoignant ses hommes, il songeait avec un ricanement diabolique. « Fais ma fortune, je ne demande pas mieux, et il serait vraiment temps. Pour ce qui est de ce jeune homme, puisqu'il c'est un rival, il m'appartient, à moi seul. J'en fais mon affaire. Quant à toi, Concini, stupide et aveugle, qui me prends pour un confident, sans t'apercevoir que cette jeune fille, je l'aime plus follement que toi, que je me laisserai arracher le cœur plutôt que de me la laisser voler. Quant à toi, fais ma fortune d'abord, nous réglerons notre rivalité amoureuse ensuite. Et quand je devrais appeler Satan à mon aide, je te jure bien que tu ne l'emporteras pas sur moi, et que la bouquetière n'appartiendra pas à un autre que moi. » Rospignac rassembla autour de lui ses 4 lieutenants, Lonval, Roquetaille, Hainaut et Louvignac. « Messieurs, leur dit-il, retournons rue Saint-Honoré et mettons-nous à la recherche de Muguette, la jolie bouquetière des rues. »« Tiens, » s'étonna Roquetaille, se faisant l'interprète de tous, « je croyais que l'ordre de monseigneur était de rechercher cet insolent damoiseau. »« Sans doute, » sourit Rospignac. « Aussi soyez tranquille, Roquetaille. En retrouvant la bouquetière, nous retrouverons du même coup le damoiseau. On est toujours sûr de le trouver là où elle est. » Revenons maintenant à Stocco, le cavalier servant et le confident de Leonora Galigai, la femme de Concini. Stocco, en revenant à sa maîtresse, songeait tout comme Rospignac, et sa songerie à lui se bornait à un simple calcul que voici. 1000 livres pour le jeune homme, bon, celle-là, autant dire que je les tiens déjà. Va bene. Plus 5000 livres pour la jeune fille. Oui, mais celles-là ne seront pas faciles à gagner. Il faudra pourtant que j'en vienne à bout. Dio porco. Total 6000 livres. Plus ce que me donnera la signora Leonora. Allons, la journée commence bien. Si tout ressemblait à celle-ci, ma fortune serait bientôt faite. Une expression de satisfaction profonde animait cette physionomie dure, rébarbative, naturellement antipathique, que rendaient plus antipathique encore ses yeux de braise, d'un éclat si perçant. « Que t'a-t-il ordonné » interrogea Leonora. « De lui faire connaître le nom et la demeure de ce jouvenceau qui suit là-bas la petite bouquetière » répondit Stocco. Et d'un air détaché, « Il m'a promis 1000 livres pour cela. » Leonora approuva doucement de la tête. « Il a bien fait, dit-elle, et je t'aurais donné le même ordre. » Avec un calme sinistre, sans haine, sans colère, mais avec une inexorable résolution, elle poursuivit. « Ce jeune homme a osé insulter mon Concino. Il faut qu'il soit puni. Après, Stocco, que t'a-t-il ordonné au sujet de la jeune fille ?» Elle posait cette question avec l'assurance de quelqu'un qui est sûr de son fait, et elle le tenait toujours sous le feu de son regard de flamme. Stocco, de la fidélité duquel Concini se croyait si bien assuré qu'il ne prenait pas la peine de lui recommander le silence vis-à-vis de sa femme, Stocco n'eut pas l'ombre d'une hésitation. C'est le plus tranquillement du monde, mais en accentuant encore son ton gouailleur, qu'il dit « Il m'a ordonné de lui faire connaître son logis qu'elle cache, et il m'a promis 5000 livres pour cela. » Une expression de douleur déchirante contracta les traits de Leonora. Son regard se leva vers le ciel en une muette imprécation. Elle se lamenta. 5000 livres. Tu vois bien qu'il l'aime. Eh, Perdio, le signor Concini aime avec son équivoque familiarité. Est-ce donc la première fois que le signor Concini s'amourage d'une jeune fille jolie? Vous savez bien que non. Tu ne comprends donc pas qu'il ne s'agit pas là d'un caprice, d'une amourette, comme pour les autres? Celle-ci, il l'aime avec passion. Ah, perdio, le signor Concini aime toujours avec passion les femmes qu'il désire, et quand il les a possédées, il s'en dégoûte aussitôt pour devenir aussi passionnément épris d'une autre.
C'est toujours la même chanson, signora, et au bout du compte, il vous revient toujours. Cela devrait vous rassurer, que diable. Léonora hocha douloureusement la tête. Elle ne paraissait pas convaincue. Enfin, fit Stocco avec une pointe d'impatience, dois-je obéir à l'ordre de monseigneur? Il faut toujours obéir aux ordres de Concini, déclara gravement Léonora. Alors, je me mets au trou de la bouquetière, et je ne la lâche plus que je n'ai découvert où elle se terre. Oui, Stocco. Seulement, quand tu auras trouvé, tu viendras, comme toujours, me mettre au courant tout d'abord, et tu n'iras trouver Concini qu'après avoir reçu mes instructions. Cela va sans dire. Quand voulez-vous que je me mette en chasse, signora? Tu m'accompagneras près d'ici où j'ai affaire. Tu me ramèneras ensuite à la maison. Tu pourras te mettre à ta mission après. Stocco s'inclina silencieusement, sans marquer la moindre contrariété. Léonora prit son bras et alla rue de Grenelle, droit à la litière de la duchesse de Sorientes. Les Mantelets étaient toujours abattus. Ils ne s'écartèrent pas. La duchesse ne se montra pas, malgré que la femme de Concini eût annoncé son approche par une petite toux discrète. Cela n'empêcha pas Léonora de s'incliner dans une profonde révérence. C'était étrange, ce respect, poussé presque jusqu'à l'humiliation, qu'elle témoignait à cette mystérieuse duchesse, qui ne daignait même pas se montrer à elle. Ainsi la Gorelle avait pareillement salué la litière, mais la Gorelle était une femme du peuple. Son humilité s'expliquait par ce seul fait. Il n'en était pas de même de Léonora. Femme favorite de la reine, du maître tout-puissant du royaume devant qui tout tremblait, même l'enfant royal dans ses appartements déserts du Louvre. Elle pouvait se considérer, et se considérait en effet, comme l'égale des plus grandes dames. Qu'était-ce donc que cette duchesse de Sorientes à qui la femme de Concini témoignait un tel respect? Après avoir salué, Léonora, avec le même respect extraordinaire, prononça en italien « Je me rends aux ordres de votre illustrissime seigneurie ». L'illustrissime seigneurie, sans daigner se montrer, marquant nettement la distance qui les séparait, de sa voix à la fois si douce et si souverainement impérieuse, elle répondit « Ah, c'est vous, Léonora. Montez. » Léonora Galigai obéit, comme elle eût obéi à la reine régente, Marie de Médicis. Chapitre 6. Le roi. Nous avons dit que la nouvelle de l'approche du roi, adroitement mise en circulation par Stocco, avait si bien accaparé l'attention de la foule qu'elle en avait instantanément oublié Concini et sa bande d'assassins à gages. C'est qu'il faut dire qu'elle aimait l'enfant roi, cette foule de Parisiens. Elle l'aimait de tous les espoirs qu'elle avait mis en lui, et elle ne laissait jamais passer l'occasion de lui témoigner son amour. En l'occurrence, les Parisiens avaient voulu saluer le petit roi au passage. La plupart de ces braves badauds s'étaient rangés d'eux-mêmes de chaque côté de la rue, faisant la haie, ayant soin de laisser le milieu de la chaussée vide pour permettre au roi et à sa petite escorte de passer facilement. La chose était faite spontanément, en un clin d'œil et dans un ordre parfait, ce qui explique peut-être par ce fait qu'il n'y avait pas là d'agents de la force publique chargés d'établir l'ordre. D'autres, au contraire, étaient allés au-devant du roi vers la porte Saint-Honoré. Brenne de Muguet, la jolie bouquetière des rues, était de cela. Elle avait très bien compris que c'était pour elle que ce jeune inconnu, qui était au dé de Valvert, allait braver en face Concini et sa meute. Et ses jolis sourcils s'étaient froncés d'une manière des plus significatives. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.